interne ou des questions plus larges pour relancer? Je peux-tu dire une chose? Parce que moi, j'ai écouté tout le monde. Ben oui, vas-y. Je veux juste dire que, tu sais, prof d'université, tout le monde en dit, Carl l'a dit, ça ne tentait pas de travailler 70 heures par semaine. J'aimerais ça juste replacer quelque chose. Non, c'est pas obligatoire. Tu sais, je veux dire, moi, je suis une femme, j'ai un enfant. Les gens qui me connaissent, vous savez que je suis très sportive. Puis moi, le sport, ça fait partie de ma vie, puis ça a une priorité dans mon horaire. Comme ma famille, tu sais, ont une priorité dans mon horaire. Et pour moi, c'est tout à fait conciliable. Et là, aujourd'hui, je fais vraiment pas, je suis malade. D'habitude, je suis beaucoup plus dynamique que ça. Donc, mais c'est ça, je pense que j'ai une belle vie quand même, beaucoup de liberté. Puis c'est pas vrai que je travaille 70 heures par semaine. Moi, que c'est ça comme chercheur, mais là, comme prof d'université aussi, moi, j'ai l'impression que je m'amuse. Moi, le soir, quand ma fille est couchée, puis je retourne travailler, je suis super contente. J'ai l'impression que je joue aux jeux vidéo. J'ai ça, les jeux vidéo, parce que j'aime mieux travailler sur mes affaires. T'sais. Mais je veux juste vous dire ça, OK, que ça se peut, une belle vie de famille et ces professions-là. Je trouve ça vraiment important de replacer ça. Ben, oui, je vais juste prendre la balle au bon parce que je pense que c'est intéressant. Puis quand on est dans le domaine universitaire, vous avez différents modèles. En tout cas, moi, en travail social, j'ai accès à différents modèles de profs. Il y en a qui sont très, très carriéristes, qu'on le voit, qui écrivent énormément d'articles, qui ont des grosses subventions, qui ont des chars. C'est un profil, mais ça ne veut pas dire que c'est la panacée, ça ne veut pas dire que tout le monde c'est comme ça. Puis c'est intéressant que tu le soulignes. Peut-être qu'il y a des disciplines où c'est moins le cas, mais en tout cas, nous, en travail social, on a cette diversité-là. Donc, après cette petite mise au point de Catherine, fort intéressante, fort intéressante, je pense que c'est vrai, on a quand même, tu sais, la carrière universitaire est souvent l'espèce de première voie qu'on entend parler, qu'on se conceptualise, mais c'est intéressant de remettre un peu, peut-être, les choses en perspective. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions, comme je répète, de façon spécifique à une personne ou plus largement? Oui! Moi, j'ai une question par rapport à ceux qui ont fait un postdoc, donc c'est censé s'adresser à vous deux. C'est quoi les conseils que vous donnerez à quelqu'un qui veut faire un postdoc que vous ne saviez pas au moment d'appliquer, que vous auriez souhaité savoir avant d'appliquer pour un postdoc? Peut-être des négociations qui auraient dû avoir lieu avant ou des choses que vous n'avez pas considérées, que j'aurais aimé ça, essayer ça ou j'aurais aimé ça. Est-ce qu'il y a des conseils spécifiques? Moi, j'ai rien que j'aurais changé à mon postdoc, mais je pense que ça soit bien clair qui fait quoi avec les données. Les données sont acquises et la propriété intellectuelle, je pense que c'est quelque chose à discuter. Un postdoc, on devient un chercheur beaucoup plus autonome qu'on l'était au doctorat, donc connaître les contours, tu sais, toi, tu l'as dit, tu sais, fait que jusqu'à quel point la liberté va être, qui signe l'article, c'est quoi la hauteur d'implication de chaque personne, y a-t-il une tralée de personnes que tu n'as jamais vues dans ta vie que tu étais obligé d'inclure sur ton article? Ces choses-là à discuter dès le départ, je pense que c'est essentiel. T'sais. Moi, dans mon cas, tout s'est bien passé, il n'y a pas une chose que j'aurais fait autrement, mais je pense que c'est important à discuter de ces choses-là. Même chose. Dans mon cas, ça s'est très bien passé, mais effectivement, je pense que c'est le genre de truc, même en étant au doc, même en étant à la maîtrise, c'est le genre de choses qu'il ne faut pas avoir peur de discuter non plus. Il y a même, pour ceux que ça intéresse, il y a même l'APA a fait des guidelines à savoir, d'un point de vue très quantitatif, ta contribution à un article, qu'est-ce que ça vaut en termes d'ordre d'autorship. Ça peut paraître très, très petit et très, très peu important, mais ça peut quand même faire la différence des fois pour certains emplois ou certaines demandes de subvention ou de bourse, même si ça vous intéresse. Mais effectivement, je pense que c'est pas mal le principal conseil que je donnerais. Puis qu'est-ce qui est comme... Qu'est-ce qui est attendu de toi dans ton postdoc? En fonction du type de postdoc, as-tu le droit d'aller travailler ailleurs? T'sais, exemple, si tu es en psycho, est-ce que tu as le droit d'aller faire de la clinique? OK, combien de jours par semaine? Puis combien d'heures? Puis qu'est-ce qu'on te demande dans ton postdoc? Que ça soit très clair, ça, pour ne pas se faire prendre dans le détour de ne pas remplir les objectifs. Il faut que tout soit très clair, je pense. Oui, si je peux juste faire du pouce, les postdocs, maintenant qui sont considérés comme étant salariés dans certaines universités, je ne sais pas si c'est toutes les universités maintenant, mais comme c'est considéré comme un emploi, sur le contrat, c'est déterminé en nombre d'heures. Et un nombre d'heures qui équivaut à
tel salaire horaire. Je pense que c'est important de s'entendre avec la personne qui encadre ton postdoc, là où les personnes, à savoir ta contribution, est-ce qu'elle est en nombre d'heures, en nombre d'articles, qu'est-ce qui est attendu de ta part? Parce que, je veux dire, on parlait de feuille de temps tantôt, en termes de recherche, je peux être assise pendant 40 heures devant mon ordinateur en rédigeant 2 lignes puis en faisant pas grand-chose versus travailler 10 heures comme une folle sur un article. Qu'est-ce qui vaut le plus? Donc, clarifier les contours de c'est quoi la contribution qui est attendue, je pense que c'est important. Puis peut-être j'ajouterais, de plus en plus, on voit des affichages de postdoc, une chaire, une telle, qui se met avec une chaire, une telle, puis que là, puis souvent dans ces offres-là, il y a comme un attendu qui est, on a besoin de recherche sur telle thématique et tout ça, fait que de ne pas te retrouver prise un peu dans un, d'appliquer sur une bourse parce qu'il y a une bourse de postdoc, mais que c'est pas tout à fait ton sujet d'intérêt, puis tu dis, je m'arrangerai, ou il faut vraiment que ce soit clair au départ sur quoi tu vas travailler, avec quelle base de données, ou sur quelle thématique, avec quelle... Moi, j'aurais une question, puis ça prend un peu la balle au bon, mais j'élargirais, pas nécessairement au postdoc. Vous avez été plusieurs, puis je trouve ça intéressant, à nommer l'espèce de hasard. Je suis tombée par hasard sur telle offre d'emploi, mon nom est écrit dessus. Dans le fond, ma question, ce serait, est-ce que, malgré ces hasards-là, est-ce qu'on peut des fois pousser le hasard? Est-ce qu'il y a des choses? Non, mais est-ce qu'il y a des stratégies qu'on peut déjà peut-être mettre en place pour rencontrer ces hasards-là? Ce serait peut-être un peu ça ma question. Puis ça s'adresse un peu à tout le monde, là, mais ouais. Moi, je pense que déjà, moi, comment j'identifie des personnes au sein de mon équipe qui ont des caractéristiques, que ce soit j'ai des coordonnateurs d'infrastructures de recherche qui sont devenus chefs de service, c'est de les accompagner aussi. C'est quand tu vois, des fois, c'est d'aller de l'avant, mais c'est aussi, quand je disais que c'est un hasard parce que toute la communication, c'est par exemple les instituts universitaires, les centres affiliés universitaires. Moi, j'étais en santé publique, je ne savais pas que ça existait. Il faut faire connaître ce qu'on fait, il faut que, ça, déjà, c'est une activité, mais il faut vraiment, pas juste montrer qu'il y a des profils, mais c'est quoi notre rôle, comment ça peut être intéressant. C'est intéressant d'être prof à l'université, c'est intéressant d'être chercheur d'établissement, c'est dans nos infolettes, c'est de valoriser ces rôles-là, c'est ça. Puis là, ça va être de moins en moins un hasard, si c'est tout connu, des possibilités, c'est ça. Puis c'est d'identifier, on en recrute des gens, on va les voir, on fait des téléphones, on se recrute, on se voit du personnel de ce salon. C'est ça. Mais puis là, on est un peu dans une pénurie aussi, de bons professionnels et tout ça. Mais c'est bon pour nous, ça. Oui, c'est bon. On va s'encourager. Oui. Bien, moi, je dirais l'importance du réseau. Ça a été soulevé. Mais honnêtement, là, le réseau, ça a l'air de rien, là, mais dites, dans le fond, à votre entourage, qu'est-ce que, dans le fond, si vous cherchez quelque chose, qu'est-ce qui vous intéresse, puis même si ça a l'air d'une conversation, là, somme toute banale, les personnes vont dire « Ah oui, elle m'a dit que dans le fond, que ça l'intéressait. » Alors, l'importance du réseau formel et informel là, dans la recherche d'emploi, là, moi, c'est ce qu'on m'avait dit, mon directeur de maîtrise m'avait dit, il travaillait justement sur les réseaux, et honnêtement, là, je vous le conseille fortement. Oui, Carl. Moi, je dirais d'une part, j'ai jamais eu un emploi autrement que par... c'était pas des emplois nécessairement qui m'étaient offerts, mais il y a toujours eu une porte d'entrée, une connaissance. Mais quand tu le prends de l'autre côté comme employeur, c'est aussi vrai. C'est-à-dire que vous pouvez développer votre réseau de façon systématique en disant je vais appeler telle personne, mais en fait, c'est au quotidien que tu développes ton réseau, puis c'est à travers la qualité du travail que vous faites que vous développez votre réseau. Il est très rare que je reçois des CV, puis que je ne connais pas quelqu'un que je peux appeler pour dire qu'est-ce que tu penses de cette personne. Donc, votre travail à tous les jours avec des collaborateurs, toi c'était Paul,
Paul Bernard. Tu connais toujours, tu sais, c'est hyper important de soigner votre performance, la qualité de votre travail, parce que c'est ce qui a le plus de poids. Au-delà des références officielles, les références officieuses, en tout cas dans mon cas, sont des éléments plus importants. J'avais Isabelle qui voulait rajouter quelque chose. Bien, pour faire du pouce un peu là-dessus, en fait, d'alimenter en fait son réseau puis de garder les contacts. Un exemple, là, moi, quand j'ai fait ma soutenance de thèse, j'ai réinvité ma directrice de maîtrise qui était plus dans le même département, puis tout ça. Fait que je l'ai réinvitée, elle est venue, puis après ça, elle m'a aidée quand j'ai postulé sur les offres d'emploi. Puis tout ça, elle m'a aidée, en fait, à préparer mon CV, à me préparer pour les entrevues, tout ça. À monter aussi des idées que je pourrais présenter. Fait que, finalement, ma directrice de maîtrise, après mon doc, elle était bien plus utile que mon directeur de thèse, que j'ai plus jamais revu. Puis, qu'on se dit bonjour, on se croise à l'école. That's it, tu sais. Fait qu'il y a cette alimentation-là, dans le fond, de ton réseau qui est important de garder. Puis, fait que c'est ça. Puis maintenant, ma directrice est sur les comités à l'INES. Puis, fait que, finalement, il y a des gens comme ça qui repopent dans notre vie. Puis, c'est important, en fait, de les garder proches de nous. Ou en tout cas, c'est ça, de garder ça positivement aussi. D'entretenir des relations saines. Peu importe si on voit encore les gens ou on les voit moins. Je sais que tu vas ajouter, mais je me permets, la conférence qu'on vous propose au mois de juin rejoint un peu cette idée-là aussi de, justement, dans une ère très, très numérique, comment on peut mettre à profit ces différents moyens-là pour rester réseautés. Je refais ma petite pub, mais ceci dit, oui, vas-y. En fait, c'est ça. Je suis tout à fait d'accord qu'il y a le réseau, puis il y a aussi, en tout cas moi comme consultante, c'est sûr que moi en fait, je n'ai même pas de carte d'affaires, OK? Je n'ai même pas, j'ai LinkedIn évidemment, mais sinon je n'ai pas de site web professionnel. Qu'est-ce qui fait, je pense, c'est le travail réalisé, puis la qualité des relations établies. Je pense que c'est ça qui est super important, qui fait qu'à un moment donné, les gens vont vouloir travailler avec vous aussi. Et évidemment, le réseau au départ, mais je pense qu'il ne faut pas hésiter aussi, parce que moi, en télé, je ne connaissais personne. Hein. À un moment donné, j'ai appelé un producteur, je dis bonjour, je me présente, je m'intéresse à ça, ça m'intéresse à la vulgarisation scientifique. Je suis tombée par hasard sur une productrice qui avait été formée en psychologie, ça m'avait aidé. Mais sinon, au départ, je ne connaissais personne. Là. Je suis arrivée, elle m'a convoquée pour une entrevue et j'ai eu la job tout de suite. Je pensais pas, là. C'était vraiment pas ça qui était prévu. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à foncer, même d'aller de... En fait, moi, je dirais, envoyer un CV, c'est pas super gagnant. Moi, j'irais plus pour une rencontre. Est-ce que ce serait possible d'aller vous rencontrer, aller dîner, pour qu'il y ait un contact interpersonnel qui se crée au-delà d'un CV sur papier? Moi, je pense qu'il faut le faire. Moi, en tout cas, c'est ça que j'ai fait, puis ça a fonctionné. Puis je pense que ça vaut la peine, des fois, d'être proactif, de vouloir... Ça peut être une conversation téléphonique, si c'est pas en personne, mais d'avoir au moins une relation, une conversation là, avec un gestionnaire, avec une personne clé dans une organisation. Ça vaut le coup d'oser faire ça. Puis de relancer aussi quand on envoie un CV, ils disent seules les personnes à plan d'entrevue sont contactées, mais des fois c'est très long avant qu'ils recontactent les gens. Je pense à un poste de cordeau qui vient d'être ouvert à l'INES, ça fait, je sais pas, 3 semaines là, que c'est en branle, puis tout ça, puis les entrevues sont pas encore, ils n'ont pas rappelé les candidats, tout ça, fait que, des fois ça peut être long, puis quand on est de l'externe, on ne sait pas trop, j'ai pas été retenue, il me semble que je fitais dans la description, si vous savez que vous n'aviez pas les exigences minimales, tout ça, peut-être moins, mais sinon, je pense que des fois, ça vaut la peine de faire des relances. J'ai envoyé mon CV. Ça démontre un intérêt supplémentaire. Ça fait ce contact-là. Des fois, les gens n'ont pas le temps de nous rencontrer en personne, mais ça fait un contact. Puis c'est clair que quelqu'un qui va l'écrire, telle personne, elle nous a appelé, elle nous a relancé, elle va vraiment intéressée. Fait que cet intérêt-là, qu'il faut démontrer, c'est une bonne... je pense que c'est une bonne idée là, de le faire. Je pense qu'il ne faut pas être gêné. Je pense qu'en début de carrière, on est très timide et gêné. Puis tout ce que vous dites, c'est ça.
Tu sais, il ne faut pas être gêné, il faut être sûr de soi. Il faut se donner un petit... Tu sais, au pire, là, faites semblant que vous mettez un autre saut, tu sais, puis allez-y là, pour vous présenter, tu sais, puis go, on y va. Puis je pense que c'est la même chose, tu sais, moi, quand je prends des étudiants pour travailler sur mes projets, ben c'est ceux qui sont venus me voir, tu sais. J'affiche, là, des fois, là, mais tu sais, ceux qui sont venus me voir, je me dis... Puis quand j'enseigne, là, ceux qui font ça comme ça, puis qui me regardent, ben, ils ont plus de chance. Mais non, mais c'est vrai, soyez intéressés et vrai, tu sais. Quand je vous dis, moi, quand j'ai vu chercheur enseignant, je me suis dit, c'est quoi cette affaire-là? Mais moi, quand j'étais en entrevue, puis je leur ai dit, moi, j'ai lu ça, là, puis je trouve que c'est moi, tu sais, puis j'étais convaincue de mon affaire. Mais je suis sûre que ça l'a... Puis après, je me suis fait dire que d'avoir dit ça, ça leur a dit, ah ben elle veut vraiment la job, tu sais. Moi aussi, je cherchais un cadre, j'avais jamais été cadre de ma vie. Exact, tu sais, faut comme... C'est ça, soyez sûrs de vous, tu sais. Puis faire connaître les professeurs universitaires, aux autres, c'est vraiment notre réseautage. C'est comme, à toutes les fois qu'il y a un poste, on envoie tous nos chercheurs membres. Il y a aussi tous les départements universitaires. Puis, tu sais, on a des demandes, des fois, tu sais, vraiment spéciales. Comme là, on cherchait un expert financier, tu sais, pour travailler avec des gens en travail social ou développer des formations pour contrer la maltraitance matérielle et financière envers les aînés. Mais tu sais, c'est comme, OK, là, c'est l'université, c'est les écoles de gestion, c'est HEC. Puis là, j'avoue que j'ai pas de contact, là, si vous en avez. Mais c'est ça, c'est qu'il faut vraiment avoir un réseautage universitaire, communautaire, tout dépendant des projets. C'est vraiment intéressant. Oui, Joanne. Je nous emmène complètement ailleurs, mais ça serait de connaître les pistes pour une préparation de programmation de recherche. Je regarde plus, plus dans un cadre académique, mais aussi sur les autres. Ben ça, on pourrait se voir 45 ans, Joanne. Je pense qu'il faut partir, ben tu sais, déjà tout le monde, tantôt j'écoutais, tu sais, puis moi je suis généraliste, moi je suis pas généraliste, tu sais. Moi j'ai toujours voulu devenir plus une experte de ce que je fais. Moi, c'est sûr qu'en général, j'avais une chose qui m'intéressait particulièrement. Moi, c'est les adolescents, OK? Les adolescents qui ont des problèmes, c'était ça. Donc, c'est assez large, là, mais tu sais, c'est quand même pas la Géronto, puis le Cirque du Soleil. Le Cirque du Soleil, un peu, mais tu sais, c'était quand même ça. Mais ensuite, avec les opportunités et les hasards, j'ai pu développer ma programmation de recherche de façon beaucoup plus pointue. Donc, c'est de vouloir, je pense que, tu en as parlé aussi dans ton postdoc, c'est d'avoir un créneau qu'on veut développer, mais être ouvert aussi aux autres opportunités puis aux autres choses qui peuvent arriver. Moi, la médication psychotrope, c'est ça que j'ai fait au doctorat. Médicaments, c'était... Or, tu sais, je veux dire, c'était pas vraiment ça qui m'intéressait. Moi, c'était les adolescents en difficulté, mais là, le professeur avec qui je voulais travailler travaillait sur les adolescents en difficulté qui prennent des médicaments psychotropes en centre jeunesse. Ça m'a appris donc à connaître les centres jeunesse, à connaître la médication psychotrope, mais toujours dans cette voie que j'avais de mieux aider des adolescents. Ensuite, suite à ça, celui qui m'a approché pour le postdoc, il a dit « Moi aussi, c'est centre jeunesse. » Ah, OK, c'est centre jeunesse, jeune contrevenant. Je ne connaissais pas ça, jeune contrevenant. Là, j'ai développé ma programmation de façon beaucoup plus spécifique. Et maintenant que je suis au milieu de ma carrière, tu sais, je peux être plus difficile sur ce que je veux faire et c'est maintenant beaucoup plus pointu ce que je veux faire, mais en même temps que j'ai développé un autre axe de recherche qui n'est pas nécessairement là-dedans, qui est sur le sport. Mais c'est ça, je pense qu'au début, il faut le voir assez large, sa programmation de recherche, mais en ayant quand même un intérêt qui est bien défini. Tu sais, il ne faut pas être ouvert à tout. Mais en même temps, il faut comme se garder un genre de tunnel assez large. Et la difficulté, je dirais, pour quelqu'un qui est intéressé dans plein de choses, moi, je voulais être spécialiste, mais en même temps, je suis intéressée à plein de choses comme toi, je pense. Donc, moi, la difficulté que j'ai eue en début de carrière, c'était de fermer les portes. Moi, il y en avait trop de portes ouvertes. T'sais, je voulais tout faire, puis j'étais sollicitée aussi pour faire toutes sortes de choses. Puis à un moment donné, je me suis assise avec des mentors. T'sais. Puis moi, j'ai toujours eu des mentors que je consulte à certains points tournants. T'sais, je me cible, j'ai quelques mentors. Ils me disent « OK, cette porte-là, là, tu pourrais la fermer. Garde-toi ton créneau. » Fait que c'est de fermer. C'est con, là, mais pour moi, c'était fermer les portes à un certain moment. T'sais. Que je sais pas si ça répond.
Oui, mais il y a l'espèce de jonction entre ce qui t'intéresse puis où sont les trous aussi, où sont les besoins, où est-ce que. Puis de pas perdre ni l'un ni l'autre de vue. Dans le sens où, moi aussi j'ai touché à plein de choses. J'ai commencé en faisant de l'évaluation de programme, mais pour des jeunes à risque de décrocher en adolescence. Donc, adolescents, troubles de comportement, santé mentale. Quand j'ai fait mon postdoc ici, ben, j'ai creusé un peu plus une tranche de ces ados-là ou de ces enfants-là qui ont des difficultés de comportement, de santé mentale, mais qui sont signalés aussi. Donc, ça m'a permis d'aller creuser l'espèce de tranche de jeunes qu'en milieu scolaire, on va moins explorer parce que c'est les jeunes qui sont dans d'autres réseaux puis qu'on comprend moins bien puis qu'on ne sait pas trop quoi faire avec eux. Je pense que quand tu te mets à réfléchir à ta programmation de recherche, c'est là où tu prends justement le temps de te dire, OK, bien, c'est quoi le point commun de tout ce que j'ai fait? C'est important d'en trouver un puis d'en garder un pour garder une espèce de cohérence en disant, bien, voici, moi, ma contribution. Mais en restant ouvert aussi parce que si je me fie aux affichages que j'ai vus passer dans les dernières années, il n'y a pas beaucoup d'affichages qui sont très, très, très précis sur, par exemple, personnes âgées, anxiété. C'est rare qu'on va voir ça. Ça va être, je veux dire, celui sur lequel j'ai postulé, c'était troubles du comportement et de santé mentale en milieu scolaire. Et tu peux le prendre de plusieurs angles. Puis ce que je réalise, c'est qu'il y a beaucoup de façons d'aborder les problématiques aussi. Puis c'est là où tu peux aller tirer ton épingle du jeu en montrant un peu tes couleurs. Parce que justement, si tu développes une expertise très, très, très précise, puis que tu attends qu'il y ait un affichage très, très, très précis, ça se peut que tu attends longtemps aussi. Donc, il faut garder cette espèce de balance-là entre les besoins qu'il y a, les trous que tu peux constater. Ça peut paraître un peu nono, mais tu peux aller voir les pages web des départements qui peuvent t'intéresser éventuellement, puis voir où sont les expertises, où est-ce qu'il y a des trous, puis voir où est-ce que tu pourrais peut-être davantage t'insérer. Par exemple, le département dans lequel j'ai fait mes études, j'ai eu deux mentors qui m'ont encadré, qui avaient une expertise exactement identique à celle que j'ai développée. Je m'en suis distanciée au fil des années parce que j'ai développé mes trucs, mais je vois pas vraiment comment j'aurais pu être contributive à ce point-ci de ma carrière au sein de ce département-là parce que j'ai des bases très similaires à celles de mes mentors. Toutefois, mon expertise ailleurs peut être quand même bénéfique, mais c'est là où justement il faut réfléchir à ce qui t'intéresse, ce que tu veux, parce qu'il faut le garder en tête. Là. Travailler sur une thématique aussi longtemps, aussi fort, une thématique qui ne t'intéresse pas, ça va être longtemps. Mais en même temps, où est-ce que tu peux être contributif, je pense que ça peut être intéressant de justement jumeler les deux. Peut-être que tu vas pouvoir ajouter de l'information, mais moi j'ai embauché plusieurs chercheurs d'établissement, mais il faut quand même prendre connaissance des programmations de recherche, des instituts, centres affiliés universitaires, pour voir vraiment, même si tu apportes ta perspective, ton originalité, mais en général, les gens ils cherchent des chercheurs qui s'inscrivent dans l'approche, vraiment, tu n'arrives pas, si tu as une perspective critique dans l'infrastructure de recherche, puis là, tu es quelqu'un qui prend un concept qu'il déteste, c'est sûr que tu ne passeras même pas. Fait que c'est ça, il faut quand même s'informer, bien. Puis en général, c'est ça, dans les entrevues qu'on faisait, les directeurs scientifiques demandaient, comme un peu à l'université, bon, ça serait quoi, qu'est-ce que tu nous apporterais, ça serait quoi tes champs de recherche dans les prochaines 5 années? Je pense qu'il ne faut pas négliger la perspective méthodologique aussi. C'est-à-dire que l'axe méthodologique, la perspective, l'expertise méthodologique peut être en soi un axe de recherche dans divers domaines. Nous, à l'heure actuelle, puisque je suis dans le domaine de la gestion de l'information, on s'intéresse beaucoup aux sciences des données, mais la science des données, ça existe conceptuellement, mais ça n'existe pas comme département. Donc, les gens peuvent venir de n'importe où carrément. Là. Si les gens, on en a qui sont ingénieurs, qui sont informaticiens, mais on en a aussi en administration, en mathématiques. Et donc, et ça, souvent, les groupes de recherche, les départements vont chercher ces expertises-là. Et donc, si vous avez l'ouverture d'aller vers des thématiques connexes, ou encore, à l'intérieur des thématiques dans lesquelles vous êtes plus à l'aise, apporter une contribution supplémentaire aux capacités méthodologiques du département ou d'un centre de recherche. C'est de grande valeur.
Il y avait d'autres questions, commentaires? Oui? Selon vous, ceux qui sont plus en gestion peut-être ou dans l'appareil public, aller chercher un DESS, un microprogramme ou en gestion de projet, gestion financière, administration publique, est-ce que c'est un gros plus? Est-ce qu'on met du temps, de l'argent, ou on apprend sur le tas à développer des projets, puis ça va être nos réalisations qui vont peser dans la balance davantage? Ou de faire un petit en parallèle des petits programmes comme ça pour aller bonifier un peu son CV. Selon vous, sur le marché de l'emploi, qu'est-ce qui est avantageux? Ben, moi, je pense que c'est un plus. Mais souvent, on va payer des formations à nos employés, en gestion de projet notamment. Là, comme je disais, ça dépend si le profil administration publique, gestion de la recherche, là, c'est nouveau, mais je ne sais pas si ça existait ailleurs. Mais en même temps, il y a tout un autre côté où ce que tu deviens, tu te formes, tu as des mentors. Fait que, il ne faut pas non plus exagérer, de prendre plein de profils, d'étudier. Parfois, ça nous sécurise, mais il faut foncer, il faut y aller, puis il faut acquérir des compétences. Mais des petits, moi, je pense que c'est ça, des micro-formations, c'est quand même intéressant. Puis ça dépend quelle personnalité on est. Des fois, ça sécurise. Moi, la première année que je suis devenue gestionnaire, j'avais peur du budget. Je regardais ça. Je ne veux même pas toucher à ça. Puis c'était ma mentor, ma gestionnaire qui le faisait. Puis là, une année, j'ai commencé. Elle dit là, tu fais la prochaine planif. Puis là, après ça, j'ai découvert planifier. Je sais pas, j'avais 1 million cette année-là. C'est comme, c'est extraordinaire. Là. Quand tu veux développer tes équipes, tu as des orientations. Puis c'est. Puis là, c'est ça, j'ai du fun à planifier. Je l'ai appris avec des mentors. Je n'ai jamais suivi de cours de gestion budgétaire. Mais la gestion de projet, ça, je trouve que c'est toutes les personnes que j'ai dans mes équipes là, qui ont suivi, là, qui ont des outils de gestion de projet, c'est un plus. Moi, je dirais aussi que si c'est la gestion qui t'intéresse, dans le fond, des fois, à l'issue d'une formation, ça nous conforte ça nous donne une première base. Même si tu ne rentres pas comme gestionnaire, ça va te donner, dans le fond, tu vas pouvoir, sur le terrain, après, développer peut-être une autre expertise. Mais si c'est vraiment un domaine qui t'intéresse, honnêtement, en tout cas, certainement dans le milieu gouvernemental, là, ça nuit pas. Moi, je pense que c'est mieux d'avoir un peu d'expérience. Je pense que de comprendre les enjeux qui sont vécus dans les organisations, de se faire une tête sur les plus gros défis qui ne viennent pas entre la théorie puis la pratique, surtout quand vous venez d'un monde de réflexion. Moi, dans les atouts du doctorat, là, le PH qui est là pour le philosophe, là, je trouve que c'est une des plus grandes valeurs de faire un doctorat. Vous êtes entouré de penseurs. On vous offre des situations comme ici. Là, ça ne se fait pas ça ailleurs. Tu ne fais pas ça quand tu travailles au gouvernement ou même dans une entreprise. Donc moi, je trouve que ça, c'est une valeur qui vous amène à réfléchir sur votre pratique, peu importe ce qu'elle est. Puis en gestion, tu vas découvrir des enjeux qui sont nommés théoriquement, mais tu vas en découvrir d'autres qui ne le sont pas nécessairement. Tu vas peut-être les interpréter de façon différente. Puis je pense que quand tu arrives, moi, la gestion de projet, par exemple, j'ai un certificat de 2e cycle en gestion de projet, mais je l'ai fait après avoir fait 2-3 ans d'expérience à gérer des projets. Puis j'ai trouvé ça très aidant d'avoir vécu l'expérience concrètement avant de le faire. Là. Donc, puis, tu sais, en même temps, j'aimerais parler du genre de défis auxquels on est confronté. C'est sûr, on peut faire bien des blagues sur les problèmes qu'on peut avoir avec la lourdeur administrative, puis les ressources humaines, l'informatique, c'est des classiques. Les bureaux. La gestion des bureaux, sachez-le. C'est l'élément. Non, mais c'est vrai, ça. C'est l'élément le plus difficile à gérer dans des organisations.
Ouais, qui la sous, là. C'est épouvantable, ça. Tu peux pas, quand il rentre quelqu'un, tu peux pas changer tout le monde à chaque fois. Fait qu'il faut que tu aies des règles, mais en même temps, tu peux pas les respecter. C'est l'enfer. Et donc, non, c'est ça s'apprend pas à l'école. Mais il y a plein d'autres choses qui ne s'apprennent pas à l'école. Puis moi, je trouve, on a beaucoup parlé de l'importance de la collaboration, du travail en équipe. Puis moi, je vous dirais, dans les défis, là, quand on pense d'un milieu universitaire, peu importe le niveau, c'est le plus grand défi, apprendre à travailler vraiment en équipe. Quand je dis vraiment en équipe, c'est accepter que vous travaillez avec des professeurs qui sont vos mentors, puis vous acceptez leurs commentaires assez facilement malgré votre esprit critique. Quand tu es avec un vis-à-vis, avec qui tu n'as pas nécessairement la même perspective, ça peut être très facile de retourner de ton côté. Puis c'est généralement ce que les gens font, je dirais, inconsciemment. Et pourtant, c'est à travers l'expérience que vous avez avec les partenaires, avec les collègues, que vous développez le plus de richesse. Et donc, quand on vous dit, par exemple, comme gestionnaire, quand on vous dit « dis-moi où commence puis où finit mon mandat », je veux que tu sois clair là-dessus, par rapport à tel autre. Moi, je n'accepte pas cette vision des choses-là. Je pense que là où termine ton mandat, tu es déjà dans la zone de quelqu'un d'autre, puis que c'est bénéfique, ça, d'être en superposition de rôles, parce que c'est là qu'il se crée de l'innovation, c'est là que tu deviens créatif, c'est là que tu te remets en question. C'est pas très confortable comme situation, parce que ça crée de la tension. Mais ça, moi, je trouve que c'est un élément, dans mon expérience, qui est le plus sous-estimé du passage d'un milieu où tu es autonome, tu es indépendant, mais en même temps, il faut absolument que tu travailles avec les autres, puis il faut que tu t'adaptes à cette réalité-là. D'autres questions? Oui? Je me demandais, puis là peut-être ça va interpeller plusieurs d'entre vous, mais je pense plus directement à Marie, mais je suis sûre qu'il y en a d'autres que ça va interpeller la conciliation du scientifique avec le politique. Parce que quand tu as un doctorat, tu es formé à une pensée critique, à une rigueur. Puis il m'apparaît en tout cas que dans certaines situations où les enjeux politiques entrent peut-être en conflit des fois avec des enjeux scientifiques, est-ce que ça vous est arrivé? Comment vous gérez ça? Bien, c'est une excellente question. En fait, c'est la question moi, que je me posais avant d'entrer au ministère. Et je dirais que, en fait, il faut laisser aux politiciens c'est ça, et ils doivent faire de la politique. Cela dit, ce sont des gens qui sont absolument extrêmement engagés et extrêmement ouverts. Et nous, notre rôle, c'est de conseiller. Donc, nous, on le fait avec la rigueur qu'on a et on le fait avec les fondements, là, dans le fond, scientifiques qu'on a. Donc, quand on développe, nous, les arguments et tout ça, bien, nous, on se fonde sur, dans le fond, le bagage qu'on a. Alors, quand je parlais de la rigueur qu'on a développée, on la garde, cette rigueur-là. Cela dit, il peut arriver que on conseille, c'est pas nous qui prenons toutes les décisions. Alors, il peut arriver que ce soit, dans le fond, les orientations qui sont prises ne sont pas nécessairement celles qu'on aurait souhaitées. Mais c'est pas nous on n'a pas à défendre des orientations avec lesquelles on ne serait pas d'accord sur le plan scientifique. Mm-hmm. On a cette ben, personnellement, moi, je ne l'ai jamais fait, là, et ça, je l'ai toujours apprécié aussi. Puis, jusqu'à un certain point, on est protégé, on est protégé, entre guillemets, du politique, là, pour justement préserver
cette expertise. Mais ça ne veut pas dire que, et comme je le mentionnais tout à l'heure, il faut quand même être capable de composer avec le politique. Et si on nous demande notre avis dans des temps qui sont, comment dire, très courts, bien, nous, des fois, on aurait souhaité, là, comment dire, avoir davantage de temps où on trouve que c'est pas la voie qu'on aurait privilégiée. Mais on compose avec tout ça. Mais il faut dire aussi que, comment dire, avec une perspective de temps. C'est-à-dire que les choses qui par exemple, qui nous apparaissent, qui ne vont pas dans le sens souhaité là, maintenant, ça ne veut pas dire que dans 5 ans, il n'y aura pas un mouvement inverse. Alors, moi, je pense que l'important, c'est de toujours dans le fond, s'appuyer sur notre bagage. Et c'est toujours aussi parce que même si ce n'est pas la voie qu'on privilégiait, bien, il faut aussi se remettre en question. Nous, par exemple, quand on participe à la définition d'orientation législative, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des effets pervers qu'on n'avait pas vus. Alors, nous aussi, même quand on participe à des processus, puis on était en accord, si on veut, on les défendait, bien, nous aussi, il faut être capable là, d'avoir ce regard-là. Alors, mais effectivement, c'est quand même au quotidien, parfois, là, c'est ça, parfois, c'est pas si facile que ça de jouer avec dans le fond, notre bagage, nos façons de faire et ce qui nous est demandé. Mais dans la plupart, je vous dirais que la plupart du temps, ça va très bien. Le plus difficile, c'est, et puis là, je ne suis pas là, je peux, c'est lorsqu'il y a des événements, par exemple, qui se passent sur la scène publique et que les politiciens doivent répondre. Alors, ça, c'est les situations, je dirais, les plus complexes à gérer. On l'a eu l'an dernier, dans le fond, on l'a eu il y a quelques années ou il y a 2 ans, là, sur, par exemple, la situation des fugues en centre jeunesse. Alors, quand il y a des événements là, comme ça, quand il y a des événements d'actualité sur la scène publique qui revêtent une grande importance, effectivement, c'est là que les défis là, sont le plus difficiles, dans le sens parce que c'est là qu'on nous demande là, de développer des choses qui sont parfois là, très, très rapides. Cela dit aussi, on peut s'associer des partenaires. On peut, nous, toujours, par exemple, dire, ben, on devrait consulter peut-être les experts, donc les chercheurs, donc l'alliance avec des chercheurs ou l'alliance avec des intervenants, des praticiens chevronnés. Ça aussi, là, on peut le suggérer. Et, par exemple, les chercheurs universitaires ont une crédibilité que parfois, là, dans le fond, ils sont écoutés, entre guillemets, aussi par les autorités. Alors, on développe ces stratégies-là aussi, là, mais qui nous permettent de garder, je dirais, notre intégrité intellectuelle.